Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Sine Toledano à la tête des LVMH Fashion Group, après avoir fait rayonner la marque Dior partout dans le monde pendant tant d'années. Il va nous parler de son parcours et de sa vision du luxe, aujourd'hui et surtout demain. Alors, bon voyage et bon podcast. Bonjour. Nous sommes ici avec un vrai expert, un monsieur qui a un parcours exceptionnel dans le luxe et la mode, qui s'appelle Sine Toledano, actuellement qui est le chef. Effectivement, je vais laisser Sine vous donner exactement votre titre parce que... Je suis Chairman and CEO du LVMH Fashion Group. Fashion Group. Alors, dans le monde de la mode, ça c'est un very, very big job parce que ça appartient à un groupe d'une dizaine de marques, très important. Et j'imagine, une des difficultés de séparer, parce que chacun doit avoir un ADN et un parcours. C'est quoi votre approche à l'égard de toutes ces différentes marques? Contrairement à mon job précédent, où Ouais. j'étais président et CEO de Dior, où c'était une maison avec la gestion, le management de tout, de la création, de la production. Et j'étais le pilote. Bon, dans le cockpit, j'avais de très bons copilotes. Ouais. J'en ai eu des fameux. Ouais. Mais j'étais le pilote avec, bien sûr, des actionnaires qui dans la tour de contrôle, mais j'étais le pilote. Là, je ne peux pas être le pilote d'une dizaine d'avions, même s'il y a des gros et des petits. Et par contre, ayant été pilote moi-même, je les observe et je les coach ou je les advise, je leur donne des conseils comme un opérationnel. Je ne suis pas là à lire des tableaux de bord et des chiffres, je vois les chiffres, mais rapidement le matin ou le soir. Et ce qu'il faut, effectivement, c'est tenir compte de la taille de chacune de ces maisons. Pourquoi ? Parce qu'au-delà des chiffres, les moyens ne sont pas les mêmes. La maturité de la maison, entre une maison comme Céline ou Loewe, qui sont, je dirais déjà, des maisons avec des organisations, des moyens importants, et une petite maison, une start-up, bien que le nom soit historique et pas tout, ça n'a rien à voir. Donc il faut savoir aussi, et heureusement, j'ai connu Dior à une époque où c'était un grand nom, mais Dior Couture n'était pas big organization. J'ai connu aussi un Dior où il a fallu trouver des usines, recruter des stylistes, monter des studios. Et cette maison a grandi, puisque je restais président 20 ans. Donc c'est le fait d'avoir vu croître une maison me permet de comprendre les problèmes des petites maisons et ensuite ceux de croissance de grandes maisons. Oui. C'est des marques différentes. Il faut rentrer, quand vous êtes sur un positionnement Kenzo et Céline, ça n'a rien à voir. Ni Givenchy, ni Patou, ni Kirkwood, ni Loewe. Donc là, il faut compartimenter. Mais après, vous avez des conseils sur l'organisation, sur est-ce qu'on fait du wholesale, est-ce qu'on fait du retail, est-ce qu'on fait du e-commerce. Donc c'est un travail où dans la même journée, vous avez des natures de problèmes très différents. Et voilà, et donc il faut, avec une petite structure, je ne suis pas tout seul, mais une petite structure, être très disponible, parler au CEO et parler au designer. Je veux dire, une certaine marque, gros marque, comme j'imagine, grosso modo, je parle des chiffres exacts, parce que LVMH publie pas le détail. Mais grosso modo, le plus grand marque, j'imagine, c'est Céline, Absolument. De l'ordre d'1 milliard. C'est ça. Mais par exemple, Patou, qui est le dernier bébé, c'est une start-up, si vous savez, de quelques millions. Pourquoi vous avez décidé déjà lancer Patou et pourquoi choisir l'équipe que vous avez mis dedans? Patou, c'est arrivé sincèrement par Joy. C'est arrivé par Joy, c'était le nom de Joy qu'on voulait par les parfums. Des accords avaient été trouvés entre Dior, à l'époque parfum, et le propriétaire de Patou. Et puis, en grattant un peu plus sur l'histoire de Patou, le propriétaire nous a dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas partenaire et vous ne relancez pas la maison ?» L'idée m'a plu. C'était même avant même que je sois dans ce job. J'étais déjà chez Dior.
Et M. Arnaud m'a dit, mais bon, cette marque est intéressante. Je lui ai dit, les archives sont intéressantes, l'histoire est intéressante. Et c'est peut-être le moment maintenant de ressortir Patou. Bon, c'est parti comme ça. Alors après, c'est une rencontre avec Guillaume Henry. Une rencontre tout à fait par hasard, puisque je l'ai appelé pour autre chose. Je l'ai appelé, on peut le dire, pour Pucci. Ah, oui. Je cherchais dans ma quête de créateur adapté, et je l'appelle pour Pucci, et je lui donne rendez-vous un matin chez Carrette, pour ceux qui connaissent, parce que c'est sur mon chemin, il n'était pas loin. On va prendre un café chez Carrette. Salut Carrette, Carrette, c'est place du Trocadéro. Ah, ok, je vois exactement. On ne rencontre pas de gens de la mode, en général. Il y a des gens, des amateurs de croissants, mais la mode n'est pas dans ce quartier. Et il vient, et on se présente, il me dit, c'est formidable qu'on se retrouve ici, parce que la semaine dernière, j'étais au cimetière de Passy, un enterrement, et à proximité, il y avait la tombe de Jean Patou. Et il ne sait pas qu'on a racheté Jean Patou. Il ne sait pas. Il a dit ça. Il dit ça. Et je lui dis, ah bon? Et il me dit, mais c'est formidable, Jean Patou, et le logo de Jean Patou. Et il se met à me parler de Jean Patou pendant un quart d'heure. Et je lui dis, bon, moi, je ne veux pas parler de Patou, je vais vous parler de Pucci. Il me dit, Pucci, oui, mais j'ai déjà réfléchi, le graphisme, le truc. Il me dit, ça peut m'intéresser, mais je suis plus dans la parisienne que dans la Dolce Vita, etc. Je lui dis, mais Patou, ça vous intéresse? Il me dit, oui, pourquoi? Je lui dis, parce qu'il se trouve qu'on a racheté cette affaire. Et je lui ai demandé de me faire un dossier, qu'il m'a présenté une semaine après. Extrêmement intéressant, sa vision, quelques modèles, quelques dessins. Et de là est partie l'idée de composer une équipe. Bon, Sophie Brocard, qui s'occupait du LVMH Price et qui m'aidait également sur certaines petites marques. Mentoring un petit peu. Voilà. Et on a démarré l'équipe, vous savez, comme une petite équipe. Hein, ils sont une trentaine aujourd'hui. Donc il vous faut quelqu'un pour la distribution. Il fallait monter surtout l'atelier en priorité. Et ça s'est monté en quelques mois, très rapidement. Voilà. Et aujourd'hui, j'étais avec les gens de Patou, justement, avec Sophie. Ils ont fait un petit film très intéressant sur l'histoire de la naissance de la maison, puisque c'est une renaissance. Mais on est... je les voyais dans le film, quand ils ont emménagé dans leur nouveau bureau, et Guillaume Henry et Sophie transportent les cartons, quoi. C'est pas... c'est pas... voilà, c'est pas... Vous n'avez pas les grands déménageurs. Vous avez choisi une location assez surprenante, en plus. Surprenant, ça aussi. Sur l'île de la Cité, à 100 mètres de Notre-Dame. Pourquoi ça? Écoutez, on a visité beaucoup de choses, et là, je dirais, la scène, la proximité, vous avez la rive gauche en face, c'était pas Notre-Dame. Et puis, cette chance de tomber sur ces quelques étages, sur un truc exceptionnel, il y a une lumière, voilà, donc on a choisi ça pour des raisons de, je vous dis, et puis l'ambiance que ça crée, parce que Patou n'est pas... Je ne vois pas, bien que Patou était rue Saint-Florentin à l'origine, un bâtiment qui aujourd'hui... et le Patou tel que Guillaume Henry le voit dans sa vision, c'est une Parisienne, c'est vraiment une Parisienne. Peut-être pas rive gauche, elle est entre les deux, donc on est rive droite, mais on voit la rive gauche. C'est la Parisienne, c'était ça l'idée, c'est de se dire... bon, il y a les grandes Parisiennes qui vont à Avenue Montaigne, mais il y a la Parisienne qui a 30 ans, 35 ans, 40 ans... qui s'achètent dans le fast retail, qui se combinent. Et il voulait donner un vrai look à cette Parisienne. Et je crois que l'endroit convient bien à cet esprit. Ok. Une autre marque, designer, de laquelle je veux parler, c'est Jonathan Anderson, parce que si on regarde la mode historiquement, il y a 20-25 ans, quand une grande marque a pris un jeune designer, ils ont toujours tenu leur marque. Je parle de Claude Montana chez Lanvin, Galliano chez Dior, Alexander McQueen, Chris Van Ash. Mais maintenant, le mode a changé un petit peu. L'habitude que généralement, quand quelqu'un prend un big job, ils laissent un peu leur affaire. Anthony Vaccarello chez Saint Laurent, machin. Parce que c'était vu à un certain poste, c'était un peu too much for deux jobs. Mais avec Jonathan Anderson, il y a eu des critiques formidables, positives sur toutes les deux. Comment vous expliquez son succès sur les deux?
Je pense que Jonathan est un peu, à ce niveau-là, exceptionnel. J'ai connu l'expérience Galliano, Dior Galliano, etc. Yeah. Il est exceptionnel parce que d'abord, il a entre nous une capacité de travail étonnante. Ouais. Je ne dis pas que les autres ne l'avaient pas, mais et c'est un homme d'une organisation, voilà. Et il travaille beaucoup. Des fois, je lui dis d'ailleurs, Jonathan, calm down. mais il adore ce qu'il fait. Et dans les deux maisons, alors chez l'OEV maintenant en plus, il a une équipe formidable. Et c'est un homme qui n'a pas de, comment dirais-je, de problème existentiel. Il est ce que certains créatifs, vous voyez de qui je parle, oui, bien sûr. Et quand vous avez des problèmes existentiels, vous savez, c'est Karl Lagerfeld qui me disait un jour, alors qu'on avait des problèmes avec certains créateurs, qui ont leurs problèmes et que je respecte, l'éducation, etc. Et je disais, Karl, comment vous faites-vous pour faire Fendi, Chanel et votre marque? Et il me dit, Sidney, d'abord, j'ai toujours un peu d'avance dans mes défilés. Là, je suis en train de travailler, pas sur le défilé qui va sortir dans 3 semaines, je suis déjà sur le suivant. Et je n'ai pas d'état d'âme. Je suis au service des marques. Alors, c'est le Karl que moi j'ai connu, peut-être pas celui qui est 30 ans avant. Et c'est vrai qu'il c'était un super professionnel. Et il n'avait pas d'état d'âme. Il me dit la pression, en rigolant, il me dit un jour, je dis, mais vous subissez la pression? Il me dit, la seule pression que je connais, c'est celle de la bière. Il me dit, c'est celle de la bière. Bon, alors Jonathan, il y a un peu de cette énergie, cette organisation. Et un peu comme Karl, donc il a les deux maisons qui sont des tailles différentes. Mais au niveau créatif, il a bien séparé aussi l'ADN. Oui, il n'y a pas d'overlapping. Il n'y avait pas d'overlapping. Voilà, il travaille avec des gens différents. Et donc, il prépare son travail. Et il tient à sa marque. Et il tient beaucoup. C'est pas quelque chose qui fait... Et le succès de l'OEV l'excite beaucoup. Je dirais que l'équipe de management, l'entente entre lui, le manager, et la marque qui le passionne, parce que c'est toujours été un pari pour l'OEV de trouver quelqu'un qui respecte l'ADN, mais qui apporte quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'il fait. Et son histoire, peut-être parce que jeune, il était beaucoup Ibiza. Il connaît cette culture espagnole, joyeuse, fun. Et c'est là où il apporte, vous voyez, son idée sur Ibiza et tout ça est formidable. Et sur sa marque, il est sur un autre registre. Mais je crois que c'est cette capacité. Si le créateur est dans... Ça peut fonctionner. Il fait même des collaborations, vous avez vu peut-être, avec Uniqlo. Oui, j'ai même acheté quelques chemises. Il fait des collaborations avec Uniqlo. Ça veut dire qu'il va au Japon. Il est allé en Chine il n'y a pas longtemps. Il se déplace beaucoup. Il est très rapide. Il est moderne dans ce sens-là. L'OEV, encore une fois, vous ne parlez pas de chiffres, mais l'OEV à l'époque, c'était, je m'en souviens, c'était plus de 200 millions maintenant c'est plus de 500. Alors, 2 fois et demi en 6 ans, à peu près comme ça. Ça, c'est pour l'idée toujours, dans 5 ans, de doubler le chiffre d'affaires. C'est viscéralement, mais c'est mon feeling avec les différentes marques à l'intérieur. Vous avez Bernard Arnault, bien sûr. On prépare des budgets, on prépare des plans. Mais comme il dit, ce qui l'intéresse, c'est la création de la désirabilité d'une marque. Si vous avez du retard sur un développement, le problème principal, c'est ce qu'il observe. Et c'est, franchement, la trajectoire. Est-ce que dans le mapping, dans l'idée qui se fait des marques, est-ce que le pilote est en train d'amener sur une bonne trajectoire? Alors évidemment, il vaut mieux que ça monte. Mais si ça monte et ça va pas là où on veut, on observe quand même l'orientation sur une marque. L'OEV est en plein, il l'a dit clairement. Tu veux parler au niveau esthétique, au niveau de au niveau esthétique des valeurs fondamentales du groupe, du côté créatif, innovatif et la qualité. Et surtout la qualité, bien sûr intrinsèque des produits, mais du service amené aux clients. Quel type de clientèle on voit dans les boutiques? Pourquoi on est dans les boutiques? On nous dit, ah oui. On observe 2 choses. C'est le service qu'on amène. Au-delà des chiffres, c'est quel type de clientèle.
on a dans les magasins. Parce que c'est ça qui permet de projeter. On parlera peut-être des millennials, c'est tout ça, tout le monde est obsédé, c'est très bien. Tu peux remplir un magasin de millennials avec des t-shirts et le nom de la marque, et tu vas voir la queue, faire des sneakers avec un grand branding et tout. C'est bien pour les chiffres. Mais est-ce que ces millennials, qui sont en général infidèles, mais ça on connaît on aime tous les jeunes, mais le jeune, il peut pas, il va chercher le suivant, c'est comme dans la musique, d'accord ? Voilà, c'est la qualité de ce qui est créé sur la marque. On est sur des objectifs long terme. Alors, suivant, comme il dit, on peut prendre plus de temps. Et parfois, peut-être que certaines marques n'arriveront pas à l'objectif, on verra. Mais ce qu'on veut, c'est un portefeuille de marques solides. C'est ça qui est important. Et qui peuvent avoir à un moment donné une croissance plus ou moins lente, qu'il faut réajuster, qui demande un réajustement, pour la mettre sur une trajectoire robuste et solide. Effectivement, vous avez changé un creative director team dans le design de marque chez Kenzo depuis que vous êtes arrivé. Oui. Quand vous savez que c'est le moment de changer de direction? Je vois, et puis des discussions qu'on a eues avec l'ancienne team qui a été formidable, je dois remarquer, parce que franchement, quand ils sont arrivés, moi j'étais chez Dior, donc c'était pas... Mais l'idée de mettre cette équipe-là pour réveiller la maison, c'était formidable. Et ça l'a fait. Les résultats ont été bons. Mais après, ce sont des gens c'est pas des designers créatifs. Wow. C'était des retailers qui vendaient d'ailleurs des marques streetwear, des marques jeunes, et qui avaient compris un peu ce marché-là. Donc, ils ont injecté de cet esprit, de ce mindset dans la marque, et ça a permis un redécollage de Kenzo. Mais après, la fusée, vous savez, il y a une chose, c'est faire décoller une fusée avec les moteurs et le bruit, la sortir de la... Mais puis après, il faut la mettre sur la bonne orbite. Et là, eux-mêmes étaient peut-être moins motivés. L'un des deux, il voulait faire du cinéma. Ça s'est très, très bien passé, d'ailleurs, l'arrêt de la collaboration. Oui, j'ai l'impression. Ils étaient eux-mêmes, je pense, au bout de leur histoire chez Kenzo. Et nous, il fallait démarrer une nouvelle histoire. D'où le choix de ce créateur qui va présenter sa collection en février. C'est Felipe Oliveira Baptista. Pourquoi vous l'avez choisi? Je pense qu'il avait... D'abord, il s'est enthousiasmé pour cette marque. Vous savez, des fois, il faut qu'on sente présenter quelqu'un, il faut qu'il y ait un coup de foudre. Qu'il veut un patient. Comme la vie, il y a une nouvelle compagne, un compagnon, un mari. Des fois, on veut faire des mariages arrangés, et il faut quand même que... Et voilà. Et lui, il avait son expérience que j'ai vu faire. Il a un sens du produit, de la qualité. Et je pense que le projet qu'il nous a présenté avait beaucoup de substance. Et il comprend la cible aussi. Kenzo, c'est un positionnement particulier. Il se trouve que c'est une maison que j'ai connue, moi. Je n'ai pas travaillé, mais je l'ai bien connue du temps de François Beaufumé. Notre ami, puisqu'on avait à l'époque un actionnaire commun, qu'on devait d'ailleurs lancer des sacs quand j'étais chez Lancel. Donc j'avais une certaine... on avait les mêmes actionnaires. C'était la financière Truffaut, et qui avait essayé de nous rapprocher. C'est là où j'ai connu François Beaufumé. Pour faire donc la marque Kenzo, je connais bien Kenzo Takada, et retrouver un peu de cette qualité de Kenzo et remettre la marque, voilà, pas pour un coup éphémère, mais quelque chose qui lui donne plus de longueur. Oui, parce que je pense dans le métier, c'était considéré succès, l'arrivée de couple de opening ceremony. Ce fut un succès. Mais à certains points, c'était considéré un peu marque de sweatshirt. Aussi, c'était le risque quand vous parlez de trajectoire. Oui, voilà, c'est ce que je dis tout à l'heure. La trajectoire, elle nous a amenés jusqu'à un certain niveau. Si on était resté sur cette même orbite, quelque part, on tournait un petit peu en rond. Bon, le tigre, c'était bien, on le garde d'ailleurs, ça fait partie d'un... Mais le tigre, il a besoin de retrouver un peu de sa férocité. Il commençait un peu... Voilà. Si je puis me permettre. OK. Vous savez, quand un rédacteur mobile de presse va assister à ces
l'Assemblée générale de LVMH ou même la présentation de chiffres il y a 2 jours. C'est un petit peu comme la Sovietology, comme on a dit il y a 20 ans, quand il faut regarder le positionnement de différents gens dans le Kremlin ou les phrases dites, parce qu'il faut lire, interpréter. Alors, et quelquefois, il y a une interprétation exagérée parce que quelqu'un n'est pas mentionné. Néanmoins, je notais l'autre soir, M. Arnault a parlé beaucoup de Vuitton, Kim Jones et Maria Grazia chez Dior. Il a mentionné, surtout Jonathan Anderson a eu le plus grand éloge, mais il n'a pas mentionné, je pense, le nom Hedi Slimane chez Il a parlé de Céline. Oui, oui. Il a beaucoup fait les précédents, d'accord. Et là-dessus, sur l'évolution du réseau, c'est un peu tôt pour annoncer les choses, mais clairement, là aussi, au-delà des chiffres, l'observation de ce qui se passe sur la femme en particulier nous rend très positifs. Et je pense que c'est sur la bonne trajectoire. Voilà, il ne pouvait pas parler de tout le monde, il n'a pas parlé de... Il ne faut pas déduire en négatif, il n'a pas... Voilà, je pense que Vuitton, c'est des résultats financiers, c'est quand même, il parle à des analystes. Vous leur avez demandé à part dans une réunion fashion, et vous aurez parlé d'Eddie... je pense, d'une manière sans s'arrêter. Là, c'était les analystes, donc il met en exergue les résultats de Vuitton, sans trop les vendre d'ailleurs entre nous. Il ne sonne pas le clairon, la trompette. Hein. Il est très... Bon, il était très positif, mais vous remarquez que sur Vuitton, on pourrait être... Peut-être que d'autres auraient été encore plus dithyrambiques. Il est toujours prudent dans ce qu'il dit. Et par contre, les choses arrivent telles qu'il les a vues. Et je pense qu'il est déjà en avance sur le futur. Il est en train de penser aux différentes marques. Et voilà. Et c'est vrai que Dior que j'ai connu quand même pendant 24 ans. Et tout ça, c'était un peu anticipé, en tout cas intuitivement. Voilà. Quand il y a, c'est presque 3 ans, Hedi Slimane est arrivé, c'était... Il n'y a pas 3 ans, il y a... 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans. 2 ans et demi. Bon, vous savez, je suis un big fan de Hedi Slimane, j'ai toujours admiré soit au Saint Laurent, soit à Dior. Mais je pense, moi, personnellement, j'ai été assez choqué par cette réaction vue par ce groupe de femmes qui organisait un déjeuner, Phoebe Philo, ici. Quelle était votre réaction de ça? Écoutez, Eddie, franchement, il s'y attendait. D'ailleurs, il me disait, vous allez voir, l'après Phoebe, on aura... Alors, il avait peut-être des antennes. J'ai bien connu Phoebe, pas dans le cadre de Céline, mais je l'ai connue avant. Et je suis un admirateur de Phoebe, de ce qu'elle a fait chez Céline, Chloé, tout ça. J'avais pas... Et il fallait écrire une autre histoire pour Céline, de toute façon, puisqu'elle partait. Donc... Mais c'est vrai que j'étais étonné par la réaction. Alors, qu'on soit nostalgique de Phoebe, à un moment, que des gens, que des femmes. Mais enfin, certaines critiques ont été au-delà, sur des jupes courtes. Enfin, on mélangeait tout. Là, on mélangeait tout. Et Eddie est loin de... Il a toujours été, à ce niveau-là, irréprochable. Donc, on lui a fait des faux procès. Voilà. Mais je crois que ça s'est totalement calmé avec le deuxième défilé sur la femme. Bon, elle est un peu bourgeoise. On trouvera peut-être à redire. La mode, c'est pas... Tu sais, j'ai trop... Sauf des fois où il y a des lignes rouges à ne pas dépasser sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur des problèmes. J'ai vécu ça malheureusement chez Dior. Mais il faut aussi laisser une marge de manœuvre. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. The Red Lines, vous avez parlé. J'étais très présent moi-même pendant cette période très difficile quand Galliano est parti. Mais après, certains gens, je ne dis pas moi, mais certains gens ont dit que LVMH était une corporate qui n'a pas pris conscience de la difficulté, la pression de Galliano. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Et vous savez que John s'est excusé. Finalement.
7 ans après, donc en 2018, l'année dernière déjà, l'événement est 2011, il a demandé à le faire. D'abord, on a eu des procès, etc. Et puis un jour, il a compris et il est venu me voir, et d'homme à homme, et dans les yeux, il m'a dit « Excuse-moi parce que pour ce que j'ai dit, mais surtout avec tout ce que vous avez fait. » Et j'ai ma conscience tranquille parce que je ne pouvais pas je suis ni son père ni son frère, je n'avais pas d'autorité légale, mais on l'a beaucoup mis en garde, et Dieu merci, ça n'a pas été plus loin parce qu'il aurait pu, au-delà, il aurait pu se faire mal autrement, il peut arriver une catastrophe. Comme son numéro 2. Oui, mais alors lui, autrement, mais mais lui, il aurait pu se faire mal, je sais pas, il aurait pu lui arriver un accident. Finalement, et vous savez, ce qu'il a dit, quelque part, c'est une forme de... Il s'est fait mal lui-même, il voulait dire quelque chose le plus terrible pour Parce qu'au fond, il ne le pensait pas. Non. Mais quand vous êtes comme ça, on a vu des réactions. Vous savez, j'ai consulté des psychanalystes pour comprendre comment un homme comme ça... Parce qu'on était très proches. Je pense de tous les créateurs, finalement, c'est John pour qui j'ai eu plus d'affection. Et je le pense profondément, malgré tout ce qui s'est passé. Et la façon dont on s'est revus prouve bien qu'on avait, je pense, l'un et l'autre... Vous savez, John est né à Gibraltar, sa mère était d'Algésiras, mon père est de Tanger. Et on disait souvent, des fois, j'ai ce côté espagnol. Vous êtes né à centaines de kilomètres. Exactement. Et il me racontait que ses parents étaient allés en voyage de noces à Casablanca. Un jour, je l'ai amené au Maroc pour faire une robe pour la femme du roi. Et il était très occupé. Le roi dit « Je veux voir John Galliano ». Et Bernard Arnault nous a prêté l'avion. Et on est parti, lui, et il y avait un assistant avec nous, enfin bref, dans l'avion. Toi et John, c'est l'avion. Oui, John et moi. Pour descendre au Maroc. Et on va au Maroc. Et on va à Rabat. On atterrit, et on est accueilli au palais, tout ça. Mais c'est là où et je ne sais pas, à un moment donné, l'avion, je ne sais plus pourquoi, il passe au-dessus de Casa. Je ne sais plus si c'est à l'aller ou... Et il me dit, Sydney, my parents had their honeymoon here. You tell me now. Et il avait ce côté, John est anglais, mais il est andalou. Sa mère était andalouse. Il a cette chaleur, et c'est un garçon... les défis, je me souviendrai toute ma vie, les fittings, surtout ceux de haute couture, on verra plus ça. Les fittings, l'œil de John sur les détails, le travail avec Steven et Bill. Enfin, avoir dans la même pièce John Galliano, Steven Robinson et Bill Gayten, chacun dans son rôle. John, c'est l'œil absolu. Bill, c'était celui qui mettait au point. Il descendait sous les robes, il faisait... Et Steven, la machine de guerre. Ben ça, je crois que, j'espère, quels que soient les talents qu'on verra, moi, ça a marqué ma mémoire. C'est pour ça que le choc a été énorme quand l'événement est arrivé. Mais j'ai mis du temps à le comprendre. Et je crois que lui voulait Voilà, il a employé les mots les plus durs pour se faire une sorte d'harakiri mental. Mais on a fait beaucoup, vous savez. Je me souviens, 2 semaines avant, on déjeunait tous les deux, et je savais qu'il avait pas à ce point, mais je savais qu'il avait ce problème avec l'alcool, pour dire les choses. Et je lui ai dit, John, et on a déjeuné tous les deux, la petite salle à manger et lui mangeait des lentilles. Avenue Montaigne, dans la petite salle à manger. Et le chef lui a préparé un plat de lentilles. Et il est venu avec une bouteille d'eau et du citron. Et moi, j'ai mangé un morceau de viande. Oui. Et on m'a proposé un verre de vin. Le chef me dit, monsieur, j'ai avec la viande, je n'arrive pas à boire de l'eau. Et John me regarde et me dit, Sydney, should be careful. Je lui dis, what? Il me dit, this is not good for you. Non, il a dit ça. Très ironique. Je dis, ok. Mais il était marrant parce qu'il faisait, c'est un acteur. Et bon, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il fait actuellement? De ce qu'il fait? Chez Maison Mondiale. Je trouve bien. Alors, je sais pas, je crois que ça marche, tant mieux. J'en ai parlé avec Enzo et tout. Mais
je trouve très, très intéressant. Je vois toutes les revues, je vois les défilés, et je trouve intéressant. Et je trouve que c'est bien pour lui. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire pour lui. Et ce qu'il a fait, il l'a fait. Il ne peut pas faire plus, je pense. C'était chez Dior, c'était dans des conditions, c'était des équipes. Et lui-même, il dit que le monde change. Parce que j'en ai parlé avec lui. Il me dit, The world is changing. Il voit les millennials, il voit les jeunes, il voit les trucs. On ne peut pas avoir été, c'est vrai, un grand artiste, un grand peintre, et être bon sur une autre génération. Mais ce qu'il fait, je trouve très bien, et c'est étonnant, vu ce que Margiela a été. Il faut être John Galliano pour arriver à... C'est formidable. On parle, changer un peu de direction, on parle, déjà vous avez déjà parlé de millennials, qu'ils sont pas les gens plus fidèles, mais pas critiquer une génération, mais tout le monde est obsédé maintenant pour l'avenir, le marché de l'avenir, c'est Chinese millennials. Il y a plus de Chinese millennials que la population de l'Union européenne, surtout après Brexit. Quel est votre avis au niveau de orienter une marque pour ce marché, ou est-ce qu'il faut penser comme ça? Non, on ne peut pas les ignorer. On peut pas les ignorer. Mais si on ne fait que cibler les millennials, je pense que les marques n'auront pas, celles qui font cette stratégie, ne vont pas durer. Parce que, et je vois une marque comme Dior, dont j'ai géré pendant, et j'ai démarré Dior en Chine. On aurait pu jouer au début, parce que les millennials en Chine, ils ne datent pas d'hier. Il y avait déjà d'ailleurs des marques qui jouaient là-dessus. Et on a positionné Dior très haut, avec des défilés de haute couture, avec des repeat shows, des magasins très beaux. Et on n'avait pas la queue de millennials. Et on a arrêté même les logos à une époque, en Chine. Arrêter le logo? Oui, 2007. J'ai arrêté tout ce qui était pink logo et tout ça qui marchait très bien et qui était facile pour les jeunes. Les t-shirts, I love Dior, Dior Addict, truc, Dior J'adore. On a arrêté. On les a arrêtés. Et on a monté. Parce que ça attire du monde. Ça attire du monde. Ça crée dans les boutiques. Et puis la marque, elle perd sa substance. D'accord? Et le fait que Dior ait maintenu cette stratégie avec du haut, alors les clients, des jeunes vont venir, ils vont s'acheter de temps en temps. Il faut être malin, il faut sortir un produit sympa, ressortir un saddlebag, ressortir... To keep some young mindset. Voilà. Pour pas que se sentir vieillir. Mais c'est balance. Si on fait que ça, c'est pas bon. Alors après, il peut y avoir des marques plus orientées là-dessus, entre des grandes marques, telles Dior ou Vuitton, et des marques plus adaptées. Mais il faut être très... Si vous jouez les simples t-shirts avec juste le branding, et vous risquez, à un moment donné, les jeunes se fatiguent. Hein. C'est comme les chansons, les hits. Alors, c'est bien le rap, etc. et tout, mais si vous jouez trop là-dessus, ils ne seront pas fidèles. Je pose une question que j'ai posée à Florian de Saint-Père il y a quelques semaines. Je voyageais pas mal saison mode par la même manière que toi, c'était sur la marque, mais moi, je suivais les saisons mode et je veux Sao Paulo, Rio, Moscou, Beijing, machin, toutes les briques et toutes les... et on n'a jamais eu un grand designer émergent, une grande marque qui est venue de cette énorme baie avec beaucoup d'efforts. Et même LVMH, quand vous rachetez les marques, c'est pratiquement toujours européenne, américaine. Pourquoi il n'y a pas eu cette arrivée de notre créativité, notre marque dans ce nouveau marché? De la Chine? Chine, Russie, Brésil, Inde. Bon, Russie, il y a des tentatives. La Chine, il y a quelques créatifs chinois qu'on voit. On les verra sans doute plus venir en Europe. Il y a le terreau créatif. Le terreau, c'est-à-dire, tu peux avoir un Chinois demain qui devienne un grand créatif. Mais je vois grandir Paris, peut-être à Milan, plus qu'à Pékin. Parce qu'il y a une ambiance...
On a eu des Anglais à Paris, on a eu des Allemands à Paris. Je crois que la nationalité, mais la culture de la mode, et ça va peut-être changer, mais de la même manière qu'un créateur va grandir plus vite dans une grande maison où il va avoir des ateliers, il va avoir une organisation, ils vont grandir plus vite en Europe, je pense. Et je ne vois pas pour l'instant. Alors, les groupes chinois essayent d'acquérir des maisons en Europe pour développer des marques. Voilà. Notamment l'an 20, voilà, et je pense que c'est... Voilà. Mais pour l'instant, personne n'a pas très bien marché. Pourquoi pas? Parce que le management de ces marques-là, même déjà le choix des équipes, le choix du créateur, tout ça, ça demande quand même un peu de savoir-faire, je crois. Et, oui, beaucoup. Attends, ce sont des entreprises très respectables, sur le plan industriel, sur le plan... Après, créer une petite affaire, déjà pour des groupes, ça demande un savoir-faire, une expertise et une expérience. Au-delà des moyens, je vois les petites sociétés, c'est comme des enfants qu'il faut faire grandir. Ça ne se gère pas à distance, ça demande beaucoup de proximité. Et je pense que quand ils sont loin, c'est plus compliqué. Mais sur des créatifs chinois qui peuvent demain grandir... Moi, j'ai eu beaucoup de collaborateurs chinois qui comprennent très très bien. Et puis, ils sont sérieux, ils bossent beaucoup et tout. Ils sont brillants, ils sont très intelligents. Peut-être que l'un d'eux, et c'est ce qu'on verra avec l'IFM, à l'école de la mode, on aura beaucoup de stylistes chinois qui grandiront, mais qui auront besoin déjà... On a vu ça avec les Japonais un peu. C'est pas complètement vrai, mais néanmoins, c'est assez surprenant qu'il y a relativement peu de grands jeunes designers français. Vous avez quelques-uns, c'est vrai, avec Nicolas Guesquer chez Vuitton. Mais si on regarde Parker Pastel VMH, Kering, autres groupes, il y a relativement peu de French talent en charge. Pourquoi ça? Je pense, c'est un constat que j'ai fait moi il y a de nombreuses années, parce que bien sûr il y a eu Saint Laurent, bien sûr il y a eu Monsieur Dior, bien sûr il y a eu Coco Chanel, et puis après il y a eu Jean-Paul Gaultier quand même, et puis récent. C'est déjà une génération. Et je pense que l'absence d'une grande école de mode est également à l'origine de ça. Et c'est le cri qu'on a poussé avec Ralph. Il y avait Ralph, il y avait moi, il y a Bruno. Au départ, c'est comme ça qu'on a dit, mais attendez, on est obligé. Alors moi, j'étais chez Dior, le studio était plein de Sainte Martine, Lacombe. Complètement. Il y avait tout ça. Et FIT. Oui, mais surtout les grands créatifs. John, c'était Sainte Martine. Raph, il est venu de l'école d'Anvers. Marc de FIT. Marc, FIT. Alors bon, il y a Nicolas, effectivement. Eddie, lui, c'était encore autre chose. Mais l'absence d'école, on ne peut pas rêver. Or, c'est pour ça qu'on a décidé ce projet auquel on tient beaucoup, pour créer les créateurs. Ils ne vont pas sortir demain matin. Oui, pour notre audience, dernièrement, vous avez fait partie d'un groupe de décideurs qui a bien travaillé ensemble pour remettre deux écoles, une école de gestion et une école de mode ensemble. Absolument. Et l'objectif, c'est de créer la plus grande école de mode dans les années qui viennent. Et ça, le but, les entreprises en ont besoin. Parce que, bon, on n'a pas de problème. Maria Gras est italienne, elle fait un excellent travail. Mais je dirais que de temps en temps, avoir un grand créateur français à la tête d'une maison française, ça serait bien, parce que retrouver... Mais ce sont des maisons qui se sont mondialisées et globalisées. Deux derniers sujets. D'abord, sustainability, tout le monde parle de ça, et... tout le monde a noté que LVMH a lancé un projet. C'est Arnaud à rappeler qu'on fait ça depuis de nombreuses années. Oui, il y a peut-être un constat que ce n'était pas fait avec Kering, que c'était une différente chose. Bon, je comprends la raison. Mais, et en plus, vous avez pris une
minorité importante dans Stella McCartney, qui était peut-être un des leaders. Quel est le projet là? Parce que d'abord, il y a une... D'abord, bon, c'est vrai que ça existait. Ouais. Et il l'a rappelé d'ailleurs à la réunion en saluant le travail qui a été fait depuis plus de 20 ans. Donc, pour dire, attention, on n'a pas non plus le CO2, on en a pris conscience il y a des années, il y a des objectifs qui sont fixés dans les parfums et en particulier dans les vins et tout. C'est-à-dire, tous ces concepts étaient là. Que dire que dans la mode, bon, on a toujours fait attention, mais dans les boutiques, réduction de CO2. Là, on est, en termes de communication, et il l'a dit clairement, on a un grand savoir-faire, mais notre faire savoir était moins bon. Donc là-dessus, il l'a dit pendant la réunion. Donc effectivement, parce que le consommateur, à l'époque, c'était un peu en interne. On avait des règles à respecter de sustainabilité. Mais le client ne venait pas nous dire est-ce que c'est sustainable, ça vient d'où, c'est quoi. Aujourd'hui, on est face au client. Et le client, il y a de la communication. Et là, il va falloir répondre. Et ça va être une nécessité. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire des sondages. On est des pères d'enfants qui ont aujourd'hui, ils ont plus de 30 ans, et des plus jeunes. Et c'est devenu un problème majeur. Quand on voit les plages, quand on voit la pollution, quand on voit les problèmes de... Je ne vais pas parler du virus, mais bon, on sait comment ce virus est né. Il faut faire attention dans le monde entier. Le monde est à la merci. Les gens voyagent beaucoup. Il y a des millions de voyageurs. On peut avoir des catastrophes si on ne fait pas attention. Donc, il y a une prise de conscience. Ce n'est pas du marketing. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans l'Andalousie, que j'adore, de tout, où je me baignais. Je cherche des plages propres. C'est un vrai problème. Donc ça, c'est mon truc personnel. Mais quid, maintenant j'ai 2 petits-enfants. Quel monde va-t-on laisser à nos petits-enfants? Vous savez, je suis avec le milieu médical parce qu'on est proche, on essaie d'aider des médecins et tout. Ils nous disent la pollution est une réalité chez les nouveau-nés. Et voilà. Donc tout ça, ça fait que nos futurs clients, même égoïstement, vont nous dire quid de ça. Des questions nous sont posées et il faut anticiper. Et Stella a vu les choses avant les autres. Elle a une façon d'en parler parce qu'il ne faut pas non plus qu'on tombe dans un discours écologiste, un peu... On est un peu dans la mode quand même. Et elle a cette perception, cette intuition. Et je pense qu'elle nous apportera beaucoup. Finalement, parce que un des idées de notre projet est de parler de la future generation dans l'industrie de luxe, mode, art de vivre. Après votre carrière, quels sont les advice, les avis, les opinions d'un jeune qui veut faire une carrière dans notre industrie? Alors ça dépend de quel... Oui, mais là, plusieurs jobs. Il y a tellement de jobs maintenant dans ces métiers, c'est fou. Et de l'IT à la création, mais je dirais qu'une chose, pour ceux qui auront, je pense, des chances de réussir, il faut une passion quand même. On ne rentre pas dans ce secteur de mode, du luxe, du savoir-faire, si on n'est pas passionné. Ça demande beaucoup plus de passion que d'autres métiers, parce que on veut créer du désir et du rêve. On ne vend pas que des chemises, que des vestes, que des chaussures, que des sacs à main. On vend une part de rêve. Et ça, mais le rêve, il faut qu'il ne soit pas un cauchemar. Je veux dire, le rêve, ça demande une exécution parfaite. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on peut faire rêver. Comment le rêve peut devenir un cauchemar? Eh ben, le cauchemar, c'est lorsque vous achetez un sac, qu'on vous a vendu des valeurs, et puis que le truc se casse, quoi. Et ce rêve, vous êtes rentré dans la boutique, on se fait un beau paquet, et puis le truc, ou la robe se déchire. Donc ça, c'est la qualité, c'était la première étape. Et ça, c'est les valeurs d'hier. Création, on a fait rêver, on a vu le défilé, on l'a vu dans la presse, on a lu les commentaires, le buzz est formidable, le social media dit c'est great, c'est great. Et puis après, votre à la boutique, vous êtes bien servi, et puis le produit ne répond pas dans la qualité. Mais après, il n'y a pas que ça maintenant. Maintenant, il faut que la marque, elle représente d'autres valeurs. L'engagement, la sustainability, qui a travaillé dessus, où il a été fabriqué, qu'est-ce qu'il véhicule. Et ça demande
un travail d'équipe, parce qu'un homme ne peut pas tout avoir, mais les valeurs doivent être incarnées, et c'est pour ça que le travail à long terme de Bernard Arnault, et c'est pour ça qu'il dit c'est une affaire de famille. Et ça veut dire que ça donne du long terme, parce que tout ça, il faut du long terme. C'était un plaisir. Merci beaucoup.